Thomas Chartrand, prologue du clan Brujah. Ce chapitre doit être joué en solo. Vous sortez furieux du bureau de Samuel Armstrong. Le culot de ces putains de sang bleu. Peu importe à quel point ces membres de la Camarilla prétendent protéger les droits de tous les descendants, vous savez très bien que les seuls intérêts qu'ils servent sont les leurs. Vous soupirez en arpentant les rues de Montréal-Nord. Vous croisez des flics en train d'interroger un groupe de bétail. Vous n'êtes pas différent d'eux d'une certaine manière. Vous devez toujours vous battre pour défendre ce que vous avez, et il y a toujours quelqu'un plus haut dans l'échelle sociale qui est prêt à vous le prendre. Pensez que vous faites partie des morts-vivants maintenant, et pourtant rien n'a changé. C'est presque comique, d'une manière un peu tordue. Quelque chose vous sort de vos pensées philosophiques. C'est un groupe de jeunes hommes, petits bâtards, comme si ça n'était pas suffisant que ce soit des sacs de sang ambulants. Ils sont appuyés sur votre voiture. L'un d'eux est même assis sur le toit, ce tas de merde. Vous vous précipitez vers eux et vous vous arrêtez devant eux, les regardant fixement dans le processus. Les jeunes hommes cessent leur conversation pour vous regarder avec dédain. « Qu'est-ce que tu veux, vieil homme ? » ?»« Dégage de ma voiture !» sifflez-vous entre vos dents. Ils se regardent et ricanent. « Cette poubelle est à toi ?» Les autres commencent à rire. Vous serrez les poings. « J'ai dit, descendez de ma putain de voiture, espèce de petite merde, avant que je vous force à le faire. » Vous pouvez sentir votre sang bouillir et la bête en vous enrager. Celui qui était sur le toit descend et atterrit sur ses pieds. Il sort aussitôt un cran d'arrêt. Et il se passe quoi si on le fait pas ? Il est temps de montrer à ces bâtards qui est le chef. Bonjour amis vampires de Montréal. Bienvenue dans le 4e prologue consacré à Thomas Chartrand, qui visiblement est un personnage qu'il ne faut pas trop venir chatouiller. On a eu un aperçu de sa personnalité au prologue 3 juste avant, quand Samuel Armstrong a essayé de temporiser le conflit qui opposait Thomas à un autre membre de la Camarilla. Là, clairement, oui, c'est le gars à ne pas faire yesh. Alors, l'objectif de ce scénario, casser la figure à ses moins que rien. Donc là, on reprend clairement le combat. On en avait eu un extrait avec le premier prologue en contrôlant Arène. Action, lisez l'événement E1, ça on y viendra. Alors c'est un tout petit livret de prologue pour Thomas. PNJ prêt au combat. Alors avant de s'intéresser au terrain, on va s'intéresser à Monsieur Chartrand justement. Alors lui, donc le clan Brujah, ok. Rage, la soif plafonne à 4. Ah oui, ok. Donc ça veut dire que on est obligé de mettre une case verrouillée ici. Sa soif ne pourra plafonner qu'à 4. Donc ça montre bien qu'il est enclin à l'énervement. Physique 3. On jette 3 dés, 2 en social, 2 en mental. En compétences, donc les réussites automatiques, il a seulement 1 en athlétisme, 2 en bagarre, 3 en armes. Ah ouais. Ah oui, c'est un bourrin bourru, quoi. Persuasion 1, aucune intuition. Il n'y a rien qui se passe au niveau du cerveau. Subterfuge 2 quand même. Intimidation 2, on mettra ça sur le compte de la carrure. Et enfin, en mental, ce qui lui est associé, recherche que dalle, rien. Vigilance 2, occultisme rien, technologie rien. En discipline, il maîtrise la puissance, la célérité et la présence. Alors là, on sait pertinemment qu'on va sur du combat. En points de vie, il peut aller jusqu'à 6. Il a jusqu'à 4 points de volonté à dépenser.
Je lui ai remis son point de faveur, puisqu'il faut bien penser à une chose, c'est que tous les points de faveur sont communs à l'ensemble des joueurs. Je ne sais pas si on en aura besoin là. Non, ça sert de monnaie. Hein. Les faveurs servent de monnaie. Je ne sais plus trop à quoi. Alors, est-ce que je peux retrouver ça facilement? Les jetons faveurs. Non. Mais on y reviendra. Forcément, on y reviendra. Je lui ai mis sa carte humanité à 7, à voir si ça influe dans ce chapitre-là. On va s'attaquer aux cartes combat. Alors ça va, c'est pas trop compliqué hein, de sélection pour composer notre deck initial. On prend déjà de base, deck de base, avec 6 cartes. Ok. Alors ce qui est pas cool là, c'est que on est doué en armes, on a 3 réussites automatiques, sauf qu'on n'a pas d'armes pour utiliser taillader. On a le mot-clé arme là, donc ça je peux pas. Bagarre je peux, morsure je dois pouvoir, balai... Ah bah oui si, morsure je peux puisque on sort du bureau de Samuel et on est déjà vampire. Balayage oui, cribler il faut une arme non. Et coup de poing je peux, 2, 4, donc là on a 4 cartes à dispo pour l'instant. Et ensuite pour composer le deck, on regarde combien j'ai en athlétisme. J'ai un niveau, une coche. Donc athlétisme. Pourquoi je n'ai pas de carte en athlétisme? Ah ben on va vite le savoir. C'est parce que, vous voyez là c'est marqué, hein, ce que ça concerne. Quelle catégorie? Bagarre, il y en a un petit paquet parce que tout le monde peut aller chercher dans la catégorie bagarre. Bagarre. Bon, tout ça c'est bagarre. Très bien. J'ai plus vite fait de prendre la totale. Furtivité, athlétisme. Voilà pourquoi je n'ai pas de carte en athlétisme. Parce que ça commence au niveau 2. 2. Ouais, c'est ça. 2, 4. Donc pour choisir des cartes en athlétisme, il aurait fallu que j'ai 2 coches. Là, je n'en ai qu'une. Je ne peux pas sélectionner. Ensuite, bagarre. J'ai 2 coches. Ça veut dire que je peux prendre des cartes de niveau 1. Donc ça me donne accès à coup de pied haut, uppercut et crochet. On rajoute à notre deck de base. Vu que j'ai une deuxième coche, je peux prendre les cartes bagarre 2, là il n'y en avait qu'une. Hippon. Ensuite on passe en armes. Là je peux avoir accès au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 parce que j'ai 3 coches. Donc arme 1. Il y avait ces deux-là. Un tir franc ou un coup perforant. Alors, à distance, au corps à corps, je n'ai pas d'arme. Et enfin, je pouvais accéder au niveau 3. C'est le tir de précision. Il faut une arme. Ah, ok, ça fait un gros nettoyage quand même. Et là, je ne peux pas aller prendre de cartes en furtivité parce que j'ai aucune coche. C'est comme ça que je l'ai compris et je ne pense pas me tromper. Bah, d'ailleurs, j'ai repris dans le prologue de Mistinguette, comment s'appelle-t-elle déjà? Où est-elle? Ah, j'ai bouffé son nom. Arène, merci. Quand on reprend l'exemple de la constitution de son deck de cartes de départ, on a bien accès à ce genre de choses, c'est décomposé comme ça. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8. Et au moment où commence un combat, on prend physique plus mental, on prend 5 cartes max avec Thomas. Donc il faudra que j'en sélectionne 5 parmi toutes celles-ci. Voire même parmi celles-ci aussi en type d'arme, si je trouve une arme d'ici là. Donc ça c'est pour notre deck de combat. Ça me faisait un peu peur hein, la sélection. J'avais du mal à voir comment c'était fichu. Et en fait, en se posant vraiment un petit quart d'heure et entre la règle du jeu plus
Le prologue de Arène, c'était relativement clair. Donc on fait la même chose avec les disciplines. Puissance, j'ai un niveau. Donc puissance à ne pas confondre avec les symboles qui sont ici. Hein. En discipline, c'est différent. Donc ça c'est le symbole général, accessible à tous les personnages. Puissance niveau 1, puissance niveau 2, puissance niveau 3. Donc là moi je ne prends que puissance 1, c'est-à-dire prouesse. Après en célérité, j'ai aussi une coche, donc seulement une carte de niveau. Niveau 2, niveau 3, je les enlève. J'ai accès à la grâce féline. Surprenant pour une masse comme Thomas. Et par contre, en présence, donc catégorie présence, bah de toute façon ça commence au niveau 2. Ah non, il y a du niveau 1, pardon. Niveau 3, mais je ne peux pas prendre révérence parce que je n'ai pas de coche. Alors j'ai pas vérifié pour les disciplines, mais j'applique le même fonctionnement que par rapport aux cartes de combat. Ok, donc clairement c'est Monsieur Pampan. Pampan, je frappe. Alors on va aller dans la rue puisque c'est ça ce qui nous intéresse en fait. Le voici dans la rue Thomas. Alors sa voiture est bel et bien dessinée ici. J'ai fait le placement tel qu'il est indiqué. On a affaire à un chef de voyous, un membre de gang et un voyou. Les 3 tas de merde, comme ils les appellent, qui sont regroupés ici à ma voiture. On a quand même un jeton action, là, au beau milieu de la rue. Je suis curieux de voir ce que ça glandouille là. En dessous, il n'y a rien, parce que je m'attendais à une plaque d'égout, mais non. On n'a rien, donc on verra ce que c'est. Utiliser les cartes profil. Alors... Voyou de chef de voyou 3 et membre de gang, donc je les ai pas encore retournés, hein, ce sont ces 3 cartes-là. Tiens, au passage, petite réflexion pour enfoncer le clou sur la mauvaise gestion de Flyos concernant les figurines. Je vous rappelle que j'ai slivé les cartes de PNJ que je peux avoir dans les boîtes de figurines que j'ai achetées en plus. Si c'est un point bleu clair, une pastille bleu clair, c'est une figurine standard. Et gommette bleu foncé, c'est une figurine spéciale. Donc on a tous les standees, bien sûr, de fournis hein, pour représenter les PNJ. La petite minette, membre de gang, c'est celle-ci, hop là. C'est celle-ci qui s'y apparente le mieux par rapport à la posture des bras, un bras en avant, un bras en arrière, les cheveux, donc c'est nickel. Ce que je trouve vraiment très idiot, c'est que on n'a pas de figurine pour le chef des voyous. Moi j'aurais préféré l'inverse, avoir la figurine chef des voyous et puis faire un distinguo en standees pour les lambda. Bah non, là je me retrouve avec une figurine pour une lambda et pas pour chef des voyous. C'est vraiment dommage. Alors, pour représenter l'autre voyou, je me suis dit, bah tiens, il y a une autre figurine à dispo. Alors là, c'est une nana, là c'est un mec. Bon, on va faire une petite entorse, sinon j'aurais pu prendre son standees là. Mais je me suis dit, allez, lui il va servir de témoin. Il est à l'arrêt de bus. Il va baisser les yeux. Point barre. Donc voilà, ça fait partie des choses vraiment pas cool sur cette version du jeu qu'a fourni Flyos. Pourquoi je précise cette version du jeu, c'est que si j'ai bien tout compris, il y aura une réimpression. Donc, très certainement une grosse correction de plein de choses. De là, ce qui refasse des figurines, je n'en suis pas sûr quand même. On enchaîne. On a le prologue là, il va falloir aller à l'événement E1. Utiliser le même deck de combat humain pour tous les 3, donc ça c'est bon. Il est là. Et puis il nous précise en fin d'introduction, il est fortement recommandé aux nouveaux joueurs de terminer d'abord les prologues Gangrel et Ventru
avant de tenter le prologue Bruja. Ce prologue contient des mécaniques de jeu avancées et des éléments narratifs qui nécessitent une connaissance préalable du système de combat, ce qui me fait penser que j'ai entamé le mémo. Le mémo de pour Vampire la Mascarade Chapters. Et je l'ai pas ouvert. Aide de jeu, mémo Vampire. Paf. Je le mets ici. Voilà. Et j'ai bossé que sur le combat pour l'instant. C'est un bon début. Alors, qu'est-ce que l'on fait à ce stade? On va à l'événement E1. Table des matières. Événement page 3, absolument. On n'a pas de joli dessin pour l'instant. L'heure de la punition. Vous regardez les garçons devant vous. Votre bouche se tord en un ricanement et vous froncez les sourcils. Vous faites craquer votre cou. Ah ok. Oh, courez. Alors, ça c'est plaisant. On a deux options. Première option, courez vers le couvercle d'égout et utilisez-le comme une arme. Ou prenez le premier enfoiré que vous trouvez et achevez-le. Non, j'ai envie d'utiliser les armes. Alors, vous voyez, j'ai supposé et je m'attendais à voir le dessin d'une bouche d'égout, mais non, il y en a... Ah là! Ah, c'est qu'il est mal placé en fait, le bazar. Ouais, ça fait partie des petites erreurs. Bon, c'est pas... Ceci dit, on peut très bien avoir la bouche d'égout ici et puis le couvercle là, hein, c'est pas gênant. Allez, moi je ramasse le couvercle. On va en E3. Quelle idée! D'abord, vous devez atteindre le couvercle d'égout. Vous déplacez votre personnage sur un hexagone adjacent au jeton action numéro 1. C'est l'heure de le soulever. Votre regard s'arrête sur le petit bonhomme qui était assis sur le toit de votre voiture. Ouais, grâce à votre force surnaturelle, ça va être une bonne arme. Faites un test de physique plus athlétisme, difficulté 2. Alors, physique, je lance 3D. Ah zut! Athlétisme, j'ai que 1. Bon, il me faut 2 succès. C'est faisable. Oh, Thomas, calme-toi un petit peu, respire. 2, 3, 4, 5 succès. On va en E5. Je l'ai. Vous l'avez saisi. L'objet métallique pèse plutôt lourd, mais vous devriez pouvoir en faire bon usage. Prenez le jeton indice numéro 1. Ah bon, il va falloir des jetons indices. Tiens donc. Ok, comme d'hab, je vais le mettre sur le plateau là. Vous vous tournez vers le groupe de gamins avec un ricanement maléfique. Ça devrait être agréable. C'est l'heure d'utiliser votre discipline de puissance. Ici. Les disciplines sont les pouvoirs vampiriques communs à chaque clan. Utiliser une capacité de discipline est une façon d'utiliser le sang que contient votre corps. Cet usage de sang vous rapproche d'être affamé et d'atteindre un état de frénésie. Lorsque vous utilisez une capacité de discipline durant la séquence principale ou un combat, vous devez faire un test de la bête. Au cours de séquences de dialogue ou d'investigation, il vous sera demandé de faire un test de la bête si nécessaire. Alors, test de la bête, c'est obligation de lancer un dé rouge. Face vierge, c'est un échec. La soif augmente de 1. Si on tombe sur le crâne, la soif augmente de 2. Et sinon, eh bien, ce sont des succès. Si vous avez puissance, oui, j'ai puissance. Lancez avec puissance l'objet au délinquant le plus proche en utilisant votre force surnaturelle. Lisez événement 6.
Alors, faut pas confondre le fait qu'on ait un niveau en puissance et une carte puissance. Là, j'ai prouesse. Bon, pour l'instant, je m'occupe pas de la carte prouesse. On nous dit juste, si vous avez puissance, on va en événement 6. La violence est la solution. Déplacez votre personnage sur un hexagone adjacent au PNJ le plus proche. Alors ça, je le retire. Au PNJ le plus proche, alors j'ai pas forcément envie de me retrouver au corps à corps de ces deux-là. Moi, je vais là. Je vais mettre comme ça pour faire une petite enfilade. L'enfilade montréalaise, je ne sais pas si vous connaissez. En France, on appelle ça le petit train, mais on va découvrir la méthode de Monsieur Chartrand. Alors, vos muscles se gonflent. Vous souriez d'un air diabolique. C'est votre moment pour briller. Vous décidez de frapper de toutes vos forces celui qui est le plus près de vous. Le combat commence. Choisissez 5 cartes dans votre deck de combat et placez-les dans votre main active, incluant la carte de combat mixte coup de poing. Alors, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Coup de poing, donc, on la sélectionne. OK. Alors, mixte, c'est marqué là, on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. La carte de combat morsure. Ah ouais. Première fois qu'on va l'utiliser celle-ci. Et au moins une autre carte de combat attaque. Et au moins une autre carte de combat attaque. Alors, ouais. Attaque, mixte, mixte, mixte. J'ai pas le choix, ce sera forcément un coup de pied haut. Et après, j'en choisis 2 autres. Jouer une autre carte de combat attaque pour ce round. D'accord. Jouer une autre carte de combat pour ce round. J'ai pas d'autres cartes. Ah oui, si, d'accord. Ces 3-là, c'est obligatoire, et sinon, il m'en manque 2. Je sais pas, un petit uppercut là qui rajoute plus 1 dé. Et puis, est-ce que je vais me protéger? Non, on va tenter de les savater. Un crochet. Déplacez-vous un hexagone. Vous êtes adjacent. Un hippon. Donc, dans mon deck de base, il me reste 3 cartes que je ne peux pas sélectionner parce que je suis limité à 5. Voilà notre panoplie de coups à disposition. Donc, jouez une autre carte de combat attaque pour ce round. C'est votre tour. Placez la carte de discipline. Puissance niveau 1 prouesse. Ouais. Phase découverte sur votre plateau de personnage. La carte est maintenant active. D'accord. Alors, ajoutez votre niveau de puissance comme dé à vos tests de compétences de bagarre ou arme. Arme de poing seulement. L'effet se termine à la fin de la séquence de combat. D'accord, donc systématiquement j'ai plus 1 dé. Votre niveau de puissance comme dé à vos tests. Oui, j'ai 1 en puissance, donc ça me rajoute 1 dé. 1 dé plus 3 en physique, ok. Ensuite, souvenez-vous, vous ne pouvez avoir qu'un pouvoir de discipline actif à la fois. Faites un test de la bête. Donc, test de la bête, dés rouges. C'est une chiotte de crâne, mais je suis trop vénère. Mais je suis trop vénère là, tu vois. Et boum, la soif augmente de 2. Et n'oubliez pas que pour chaque point en soif, on doit remplacer un dé noir par un dé rouge pour chaque test de compétence. Et le souci avec les dés rouges, c'est qu'on ne peut pas utiliser la volonté pour les relancer. Alors d'un côté, je deviens puissant, mais malheureusement, je perds en efficacité. Bon, ça devrait bien se passer, j'ai 4 dés quand même à balancer là. Et beaucoup de torgnoles. 4 dés et beaucoup de torgnoles à balancer.
Vous avez hâte d'exprimer toute la rage refoulée que vous avez ce soir. Allez en E7. L'heure de l'attaque. Ah, attention. Gommette rouge, errata. Ça nous dit quoi? Le niveau de puissance 1 donne des dés supplémentaires à l'attaque, mais pas directement des dégâts. Vous foncez sur le membre de la bande le plus proche, débordant d'envie de mettre fin à ses jours. Comme votre personnage a la plus haute initiative, vous pouvez agir en premier. Encore faut-il que nous préparions la piste d'initiative et que l'on découvre les... T'es où, petit Bruja? Et que l'on découvre nos adversaires. L'initiative, zut, j'ai paumé combien... Enfin, comment calculer l'initiative? Est-ce que je l'ai noté, ça? Pas du tout. Ah bah, c'est marqué là, non? Non, faut additionner quelque chose. Ah, initiative. Voilà. Jeton, initiative. La carte profil de PNJ affiche sa valeur d'initiative. Et sinon, l'initiative d'un héros, c'est équivalent à l'attribut physique. Donc Thomas commence avec 3. Le chef des voyous, on va le numéroter 1. Le branleur voyou, on va le numéroter 2. Et alors, 3 pour la membre de gang, et en 2, on a dit que ce serait le voyou. Et là, on va découvrir leur initiative. Alors attention les yeux. Même quand j'ai slivé, je ne me suis pas attardé sur leurs compétences. Je vais peut-être vous mettre là d'ailleurs. En pleine rue, là, on est en train de monopoliser la rue pour se fighter. Le chef, si on regarde sa première face, c'est un humain. Il peut se déplacer jusqu'à 3 hexagones et il a une ligne de vue sur 3 et il est agressif. Tadam! Alors attention. Chef des voyous, il cible la cible la plus près. Pour un joueur, initiative 1. C'est une brêle. Et seulement 2 si on est à 3 ou 4 joueurs. Ah mais c'est un petit... tiens, toi je te mets bien. C'est un petit gars en fait. Alors ça se trouve il y a un balèze entre les deux autres. Il a 2 en attaque et un seul point en résistance. Ah mais faut peut-être pas que je m'inquiète alors. Pouvoir spécial, rebelle stoïque. J'emmerde le système et je t'emmerde toi aussi. En attaque, ça lui fait plus 1 dégât. Donc il passe à 3 dégâts. Et il gagne sur soi plus 1 en résistance. Ah ouais, chiotte. Donc quand le pouvoir spécial va tomber, il va utiliser ça. Ensuite, son sous-fifre, il se déplace seulement de 2, ligne de vue de 3, il est agressif. Ah, bah lui aussi, initiative de 1. Le petit voyou. 1 en attaque, 0 en résistance. Ah tiens, d'ailleurs, en point de vie. Ah ouais, d'accord. Ah, mais à 1 joueur ou 2 joueurs, son nombre de points de vie, c'est ça. 1, 2, 3. 3 dégâts, il dégage. 1, 2, 3. 3 dégâts, il dégage. Ok. Pouvoir spécial, poignardage. Un coup de couteau rapide et violent. Sur la cible, ça provoque plus 1 dégât. Ok. Et la membre de gang. Alors, déplacement de 2, visibilité, ligne de vue 3, elle est agressive. Initiative 1, 1 d'attaque, 1 de résistance. Ah ouais, il n'y a que le voyou qui peut être couché rapidement. Et spécial, poignardage, bah, là même que son trou du cul de copain, à savoir plus 1 dégât sur les cibles.
Sachant que les uns comme les autres, en consigne de ciblage, c'est la plus près. Pour les 3. Ok, très bien. Alors, j'en étais à placer les initiatives. Ben, ça veut dire que... 1, 2, 3, on les met en 1. C'est moi qui vais agir en premier. Oui, c'est logique puisque j'ai entamé le combat, là, effectivement. Hein. J'agis en 3. Quand ce sera fait, je passe ici. Et après, ce sera les 3 autres d'un coup. Waouh, d'où l'intérêt d'en coucher un maintenant, peut-être. Choisissez une carte de combat type attaque autre que morsure. Ok. Nous en aurons besoin plus tard. Souvenez-vous que votre attaque fait plus 1 dégât à votre cible grâce à votre discipline puissance. Oui mais non. Ça donne 1 dé supplémentaire, mais pas directement au dégât, donc je ne fais pas plus 1 dégât. Jouez votre tour actif. Souvenez-vous de défausser votre carte de combat à la fin du tour. Ouais, alors je suis comme un con avec ma plaque d'égout, moi, parce que j'ai pas d'arme de... Ils considèrent que c'est une arme de corps à corps. Arme, tir franc, non. Un coup perforant, c'est pas crédible. Criblé, non. Et tailladé, non. Avec un objet arme de corps. Non, mais j'ai pas de carte objet, donc de toute façon, je peux pas me servir de quoi que ce soit en arme. Ok. Qu'est-ce qui va être intéressant? Alors, il faut voir que certaines cartes ont des effets. Là, c'est pas le cas, ça je peux pas. Uppercut. Initiative plus 1 jusqu'à la fin du combat. Et je peux avoir plus 1 dé en attaque. Bon, je lui coller un uppercut dans la tronche. Hein. Et ça tombe bien, c'est le voyou. C'est celui que je veux coucher tout de suite parce qu'il a 0 de résistance. Allez, on fait ça. Donc elle, je l'utilise. Je la défausse. Ça me donne plus 1 dé. Je rajoute un dé noir. Je rajoute un dé noir. Si vous avez le jeton d'indice 1. Ah, ben voilà. Ma plaque d'égout qui va servir. Ajoutez plus 1 dégât à votre attaque. Et retirez le jeton d'indice 1. Ah ouais, donc en gros, je suis obligé de l'utiliser. Normalement, c'est inratable. Oh là là, la soif fait que ça m'a bien galvanisé. Hein. Réussite automatique. Alors là, il faut penser à regarder sous quelle catégorie on utilise l'uppercut. C'est en bagarre. La bagarre. La bagarre, j'ai 2 succès automatiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 avec la plaque d'égout. Je défausse. On avait dit que en résistance, il avait 0. Donc, c'est un one-shot. Le petit gars, je l'envoie valser. Ça devrait calmer ses petits camarades, ça. Tiens, toi, je te vire. J'enlève le jeton initiative numéro 2. Et ben voilà. Les autres membres de la bande vous regardent avec méfiance. On va en E8. Donc ces dés rouges là on les garde jusqu'à ce que notre soif redescende. Hein. Là on n'a pas le choix par contre. Donc toi, tu jartes. Et de 1. E8, à leur tour. Les petits salauds se regroupent. Ils sont prêts à vous attaquer, mais vous demeurez loin d'être intimidés. Vous avez traversé bien pire. C'est maintenant le tour actif des membres de la bande. Chacun leur tour, ils se déplaceront vers vous. S'ils le peuvent, ils utiliseront leurs cartes de combat pour vous attaquer. Révélez les cartes de combat piochées pour chaque membre de la horde. Ah ok. Ça veut dire que le chef va agir et on fait agir avec une autre carte pour le membre de gang. Révélez les cartes combat piochées pour chaque membre de la bande. S'il s'agit d'une carte d'attaque, résolvez l'attaque comme d'habitude. Si c'est une carte de défense, le PNJ ne fait rien, puisqu'il n'y a pas d'autre personnage qui pourrait l'attaquer ce tour-ci. Il se jette sur vous. Lire E9.
D'abord, on applique le combat. Hein. Alors, le chef des voyous. Il veut se battre ou il veut se mettre en défense? Ah, chiotte, spécial 1. Je défausse. Son spécial 1, on a dit que c'est un rebelle stoïque. Il gagne plus 1 en résistance. Alors, plus 1 en résistance, on lui donne un jeton résistance, justement, qu'il pourra défausser pour absorber un dégât. Et il va me faire plus 1 dégât. En attaque, il a 2, donc il jette 3 dés. C'est bien ça? Oh oui, ça doit être ça. Est-ce que je l'ai noté d'ailleurs? Ah non, je ne l'ai pas encore noté. Ça, je vais checker dans la règle, qui est bien faite hein, quand même. Hein. Tour actif des PNJ. Comment les PNJ attaquent? Jouer une carte attaque ou son attaque spéciale. Calculer ses dégâts en ajoutant son niveau d'attaque. Ah mais non, ils jettent pas les dés, eux. Calculer ses dégâts en ajoutant son niveau d'attaque à la carte. Donc 1 plus 2, il fait 3 dégâts. J'ai pas joué de carte défense. Je prends 3 dégâts normalement, mais... J'ai pas de résistance, moi. Ça, c'est ballot. Ah ouais. En fait, pour diminuer les coups que l'on se prend, on est obligé de dépenser des jetons résistance. Là, ça veut dire que je vais me manger 3 dégâts. Oups. Bah, on y va, hein, Thomas, en même temps, faut assumer. T'as pas voulu faire de pourparler. T'as voulu faire des pourtapés. 1, 2, 3 dégâts. Encore 3 et je suis pas bien. Je tomberai en torpeur. Non, oui, si, c'est ça. Je tomberai en torpeur, c'est-à-dire élimination. Ok, donc ça, c'était le chef. Alors, il faut penser en manipulation à faire passer les jetons d'initiative de l'autre côté. Côté droit de la piste, et maintenant, c'est au numéro 3. Je vais les remettre comme ça. Crac. Et alors lui, enfin elle plutôt, petit oubli de ma part, lui il a bien fallu qu'il se déplace pour venir m'attaquer. La cible la plus près, dans tous les cas de figure, ça ne pouvait être que moi. Après ça viendra hein, mécaniquement le déplacement. Là je réfléchis plus aux règles que aux applications en fait. La petite mémère, elle va nous faire une attaque, un petit coup de genou. Plus 1 dégât, moins 1 d'initiative. Je vais baisser son initiative tout de suite, elle tombe à 0 pour toute la fin du combat. Donc plus 1 dégât, 1 et 1, 2, je me prends 2. Waouh! Je passe à 5, j'ai aucun jeton de résistance. C'est aussi simple que ça, tiens, j'ai encore oublié de la déplacer. Viens me voir toi, on va discuter. On va danser tous les deux. D'accord, donc un combat avec quand un PNJ joue, c'est aussi bête que ça. Je vérifie quand même, hein, pour être bien sûr. Révéler la carte combat et résolver l'attaque. Ouais. Donc la cible en fonction de son profil, ok. Un PNJ ne peut se déplacer que pour atteindre sa cible. Donc si il ne joue pas de carte d'attaque, il bouge pas. S'il ne peut pas venir attaquer la cible préférée, il bouge pas. Ok. Ensuite, défausser la carte combat. Poum. Et puis effectivement, il n'y a pas de jet de dés à faire pour les PNJ. Et ben ça c'est plutôt une bonne surprise. J'avais pas percuté avec Arène, j'avais pas fait gaffe.
Pourquoi je dis que c'est une bonne surprise? Tout simplement parce que ça élimine un petit peu de manipulation et on va rester vraiment dans quelque chose de très rapide. Ok. Ok. Initiative s'est déplacée, oui. La prouesse, on a dit que ça restait non-stop. On va en E9. Et en E9, battez en retraite. Ah bon? Le premier round de combat est terminé. Une nouvelle commence et c'est à votre tour d'agir. Comment ça, une nouvelle? Ah, ok. La première ronde de combat est terminée. Ça doit être propre aux Montréalois. Nous, on dit plutôt un round. Donc, une nouvelle ronde commence et c'est à votre tour d'agir. Si vous restez où vous êtes, ces enfoirés vont vous tabasser. Utilisez votre pouvoir de discipline, célérité niveau 1, fluidité. Oh, j'avais pris Grace Féline, moi, chiotte. Alors, on a dit que c'était célérité. Il va falloir que je recherche. Donc, on se réfère au mot-clé qui est en haut là. Juste ici, sous le symbole. Sorcellerie, oblivion, force d'âme, protéisme, domination, auspex, animalisme. Ah, d'accord. Ça veut dire que lorsque l'on prépare notre deck de discipline, il faut aussi aller chercher par rapport à notre symbole du clan Bruja. Et vous voyez, on a aussi un paquet de cartes propres au clan Bruja, dans lequel normalement je devrais trouver célérité niveau 1, rapidité. Et après, célérité niveau 1, grâce féline, qui est en doublon de ça. D'accord, donc en fait, on va se servir dans le deck du clan. Et après, on a des niveaux 2, niveau 3, niveau 2, niveau 1, soumission. Ah oui, mais c'est présence. Ça, c'est présence, ça, c'est célérité. Ok, bon, ben ça va, c'est facile à mettre en œuvre. Donc là, on va utiliser ce qu'ils appellent célérité. Non, c'est plutôt rapidité. Faites un test de la bête. Ajoutez votre niveau de célérité à votre déplacement. Ah, mais encore une fois, il faut faire un test de la bête au dé rouge. Non relançable. Il ne faut pas de crâne et il ne faut pas de face vierge. Pas de crâne, pas de face vierge. Oh, excellent. Regardez, je ne sais pas si vous aviez vu, non, je pense pas. C'est donc un succès, donc il ne se passe rien. Je peux appliquer tranquillement ma rapidité. En célérité, j'ai 1. Ajoutez votre niveau de célérité à votre déplacement. Et le déplacement de base, c'est athlétisme plus 1, je crois. Hein. Ça me paraît pas beaucoup. Alors, on va trouver ça. On va trouver ça au tout début lorsqu'il nous explique le personnage. Athlétisme, la vitesse et la distance à laquelle vous vous déplacez. Ah ouais, donc de base c'est 1 plus 1 dans le mouvement, ça fait 2, plus rapidité, ça fait 3. L'effet se termine à la fin de la séquence de combat. Donc j'ai 3 de déplacement. Vous décidez de battre en retraite pour assembler vos idées, la vitesse de la lumière. Normalement, votre mouvement est égal à votre niveau de compétence athlétisme plus 1.
Et puisque vous avez utilisé le pouvoir fluidité, votre vitesse de mouvement a augmenté. Ce bonus reste actif aussi longtemps que la discipline reste active. Comme vous ne pouvez avoir qu'une discipline à la fois, votre pouvoir de discipline prouesse est maintenant inactif. Et vous perdez tous les bonus qu'il vous procurait. Vous êtes peut-être rapide, mais vous voulez mettre le plus de distance possible entre eux et vous. Défausser la carte de combat coup de poing pour gagner plus 2 en mouvement. Quoi? Ah bon? On a le droit de faire ça? En défaussant votre carte de combat, vous gagnez plus 2 en mouvement jusqu'à la fin de votre tour. Vous pouvez faire cela pour vous repositionner durant un combat. Parfois, un hexagone est tout ce qui tient entre vous et la mort finale. Éloignez-vous de vos adversaires, alors sachant que eux se déplacent de 3 pour le chef et seulement 2 pour la membre de gang. Donc je défausse, je passe à 5 de déplacement. Éloignez-vous de vos adversaires. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais aller dans l'ombre. Je préfère, tiens, du côté du Porsche, là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va aller là. Amenez vos culs, bande d'andouilles. On se met comme ça. Où est-il passé? Les petits voyous regardent à droite et à gauche jusqu'à ce que l'un d'entre eux vous repère enfin. Comment il... Vous restez sur vos gardes, prêts à sauter sur le premier qui vous approche. On passe en E11. Pourchasser. C'est maintenant leur tour. Ah oui, alors. On découpe bien. J'avais toujours l'initiative, donc j'ai rejoué en premier. Et c'est maintenant leur tour, c'est le chef. Comme le mouvement des membres est de 2 hexagones, 3 pour le chef, ils ne peuvent pas vous atteindre et par conséquent ne peuvent pas vous attaquer ce tour-ci. Quand un PNJ ne peut pas atteindre une cible pour effectuer une attaque, défaussez sa carte de combat et déplacez-le de 2 hexagones additionnels. Faites ceci pour tous les membres de la coterie. Lors de son tour actif, chaque PNJ défausse sa carte de combat pour gagner plus 2 en mouvement. Ah oui, c'est comme pour nous, donc dans l'ordre, le chef plus la membre de gang, on leur met leur carte. On dévoile pour le chef, mais là pour le coup ça n'aura pas d'incidence. Il aurait voulu faire un coup de pied en attaque, il ne peut pas, il se défausse, il rajoute 2 à son déplacement, il nous rejoint au corps à corps. Elle aurait voulu faire une attaque, elle ne peut pas, elle se défausse, elle gagne plus 2, elle se déplace de 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas suffisant pour nous rejoindre. On dirait qu'ils vous ont suivi. Passez en E12. Élaborer une stratégie. C'est à votre tour. Oui, parce que elle a joué, il a joué. Nouveau round. Hop. Hop. Ça voudrait dire que je place tout de suite une carte combat sur eux. Je ne les révèle pas encore. Donc c'est à votre tour. Ce tour-ci, essayez de mordre votre adversaire et si vous êtes blessé, utilisez le sang pour soigner vos blessures. Combattre ces salauds n'est pas aussi facile que vous le pensiez. Vous devriez peut-être utiliser le sang pour soigner vos blessures. Si votre personnage a 1 dégât ou plus, utilisez réparer les dégâts. Ça va être pratique. Un personnage peut récupérer suite aux dégâts qu'il a subis en utilisant l'habileté vampirique réparer les dégâts, qui vous fait retirer jusqu'à 2 points de dégâts de votre marqueur de dégâts. J'ai une grosse bête qui tournique
chicote autour de moi, bordel. Elle me plaisait pas, d'élite sale gueule. Donc on peut retirer jusqu'à 2 points de dégâts. Mais par contre, ça oblige à faire un test de la bête. Alors, on y retourne. Un dé rouge. Comme tout à l'heure, il ne faut pas de crâne, il ne faut pas de face vierge. Malheureusement, c'est une face vierge, donc on chope une fois de plus un point de soif. Alors, on a quand même réussi, de toute façon, à diminuer de 2. Ça, c'est bon. Ensuite, vous grincez des dents. Vous n'allez pas partir sans remettre ces petits merdeux à leur place. Prenez la carte d'attaque morsure. Et attaquez le PNJ le plus proche. Résolvez l'attaque comme d'habitude. Alors, on a un effet là. -1 en soif si vous infligez un dégât. Un ou plusieurs dégâts. Ok. Ça donne +1 dé. Alors, dans mon nombre de dés, si on reprend le calcul, là maintenant je passe de toute façon à 3 dés rouges. J'ai 3 en soif. C'est une carte de bagarre. En bagarre, j'ai 2 dés. Pardon, j'ai 2 succès automatiques. En physique, j'ai 3 dés à lancer. Je ne peux plus lancer un dé supplémentaire avec prouesse, puisque c'est rapidité maintenant qui le remplace. Mais par contre, vu que je fais une morsure, ça me donne +1 en attaque. Je jette 4 dés. Est-ce que c'est une carte de défense? Non, c'est son spécial pour attaquer. Donc, on verra ça tout à l'heure. Et il a un jeton de résistance par contre. Donc on y va? Bah oui, on y va. Il faut faire plein de trucs bien. Alors, je vais dépenser un point de volonté, ce qui va m'autoriser à relancer le dé noir là. Ok. Ça me fait combien de succès? 2 en bagarre, 3, 4, 5. -5, -2. Parce qu'il a un jeton résistance, c'est bien ça? Empêche un dégât entrant par jeton. Eh oui. Ah, mais par contre, à la fin du round, s'il ne l'avait pas utilisé, il le perd pour gagner 1 en initiative. Donc en fait, là, il a plus de jetons résistance. Ça veut dire que je ne lui enlève que 1, il se prend 4, ce qui va être suffisant. 1, 2, 3 même. Boum. HS out. Et de 2. Ça, on défausse. On enlève l'initiative. Ok. Donc là, c'est moi qui ai fait la morsure. Comme j'ai infligé au moins un dégât, je perds 1 en soif. Je tombe à 2. Bon, on va bien réussir à se calmer un moment ou un autre. La colère commence à vous consumer alors que la bataille s'intensifie. On va en E13. Finissez le combat. Jouez le tour du PNJ. Puis finissez le round et commencez-en une nouvelle. Ouais, alors les gars, faut vous décider à un moment. Ça, les relecteurs, vous avez été mais d'une nullité monumentale. Un coup, ils mettent le round. Tout à l'heure, on a vu que c'était une ronde. Et là, on fait un mix entre le round et le féminin. Commencez-en une nouvelle. Allez, on va pas se priver. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est à vous maintenant. Non, c'est pas à moi maintenant. Ça va d'abord être à la membre de gang, là. Finissez la bataille en utilisant les cartes de combat et les disciplines qui vous semblent adaptées. Si vous gagnez, allez en événement 14. Si vous perdez,
Vous avez échoué le chapitre, recommencez depuis le début. Certainement pas. C'est à la membre de gang. Qu'est-ce qu'elle fait? On révèle sa carte. C'est une défense. Ça veut dire que je ne l'attaque pas, on ne l'utilise pas, je la défausse et elle ne bouge pas pour venir au corps à corps parce qu'elle ne voulait pas attaquer. Ah bah ça c'est super cool par contre, hein. C'est pas une trituration du cerveau pour appliquer le tour d'un PNJ. Ça me plaît bien. Donc, on considère qu'elle a joué. Je remets les initiatives sur le côté gauche et c'est moi qui commence. L'effet se termine à la fin de la séquence de combat. Là, on est toujours dans la même séquence de combat de toute façon. Est-ce que je serai à même de la finir sans devoir récupérer mes cartes défaussées? Je peux lui faire un coup de pied haut. Plus 2 dés. Ah, hippon. Cible, déplacez-vous sur un hexagone vous étant adjacent. Bah non. Non, je vais y coller un coup de pied haut. Je peux me déplacer athlétisme plus 1, ça fait 2. Donc de toute façon, je viens là, au corps à corps. Et je lui colle un coup de pied haut plus 2 dés. Alors attention au niveau des dés, hein, parce que ma soif est tombée, donc j'ai plus qu'une pénalité de 2 dés rouges. C'est une carte de bagarre, j'aurai 2 succès automatiques. Je jette de base 3 dés plus 2. Je vais te décalquer la tête, te l'arracher du haut de ton cou. Elle était blessée, elle? Non, pourquoi elle serait blessée? Pardon. Démarre à ça. Allez, on y va. Je t'achève. Ah, c'est pas cool ça. Ça veut dire que même là, je m'agace? Non. Jet de dés sur les dés rouges seulement. Aucun succès. Si vous avez plus de crâne que de succès, c'est pas le cas. Vous devez faire un test de la bête. Ah oui, d'accord. Donc c'est une pénalité seulement, ça compte comme une phase vierge. 1, 2, 3, 4. Ça sert à rien que j'essaie de relancer quoi que ce soit parce que c'est un coup à moto couillonné ça. Elle a 1 en résistance. Je rajoute quand même mes 2 succès automatiques de 2. Je passe en tout à 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Poum. Au revoir madame. Merci madame. Couchez la gamine. Super. Donc c'est un combat, j'allais dire durement gagné. Non. Pas spécialement. Mais c'est un combat gagné. Nous nous rendons en E14. Victoire douce amère. Avec une forte exclamation, vous frappez le chef de la bande et l'assommez d'un coup. Fin du prologue Brujah. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction du prologue dans le livre d'histoire. Ok. Allons-y. Conclusion. Plus vous regardez le bordel que vous avez causé, plus vous êtes mécontent. Ces petites merdes ont l'air d'avoir été écrasées par un camion. Et en parlant de camion, vous avez bosselé votre voiture en jetant trop fort leur chef contre la porte. Vous jurez à voix haute, non seulement votre voiture est endommagée, mais les 2 autres sacs de sang ambulants se sont enfuis de terreur. Vous soupirez. Votre contact tréméré, Jade, va très probablement vous parler à nouveau de mieux maîtriser votre tempérament. Elle vous rappellera qu'avoir un sens aigu de la justice est inutile s'il n'est pas associé à la sagesse légendaire du clan Brujah. Vous grognez. Indépendamment des sermons de Jade, c'est définitivement un problème. Heureusement,
Elle connaît quelqu'un qui parviendra à réparer le désordre créé. Vous n'aimez pas lui être redevable, mais au final, vous n'avez pas le choix. Rester discret pendant un certain temps est le seul moyen pour que la fichue Camarilla vous laisse tranquille, et d'éviter un bris de la mascarade. Vous vous préparez pour l'Elysium d'urgence organisé par Martin Ilkers. Selon Jade, même les anards doivent se présenter à celui-ci. Vous détestez l'idée d'être dans la même pièce que la Camarilla, mais à ce stade, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander cependant pourquoi cette fichue réunion est-elle si importante pour concerner même les anards. Récompense. Gagnez 1 point d'expérience chacun. Vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne, page 21. Prochain prologue, ce sera celui de Mademoiselle Ricci, Luciana Ricci. J'arrête de dire Luciana parce qu'il n'y a qu'un seul C. Luciana. On verra. Bon, on sait que la prochaine, c'est Mademoiselle Ricci. Ok, alors, petit débrief sur ce prologue numéro 4. Eh bien, très bien. Ça a duré combien de temps, explication incluse? 1 heure? Ah ouais, non, mais ça va. Bon, il était très petit et puis on était vraiment dans la mécanique de combat pur. Alors justement, pour en revenir sur les combats, eh bien, ils se présentent vraiment de façon la plus simple possible, tout en étant efficaces. J'avais un doute sur le fait d'utiliser des cartes combat parce que j'ai un mauvais souvenir. J'adhère pas au combat de Tented Grail, qui se fait par le biais des cartes comme ça avec les clés. Donc, quand j'ai su que c'était des combats à partir de cartes, et ben en fait non, parce qu'on fait un mix entre cartes plus jet de dés. Ça aurait pu alourdir la mécanique, mais en fait c'est très raisonnable. Faire gaffe si on a des dés rouges ou pas, et en quelle quantité. Penser aux éventuelles relances, ça c'est bien. On réduit la résistance des PNJ, des ennemis, c'est facile. Et à l'inverse, eh bien l'utilisation du combat pour les PNJ, il n'y a rien de bien sorcier. Ils ont leur valeur. Pas de dés à lancer, ça c'est cool. Vraiment c'est cool. Donc je valide là, pour l'instant, ouais, je valide ces phases de combat. Si vous avez envie d'en faire un commentaire, eh bien allez-y, ne vous gênez pas. Merci Thomas, merci à vous d'avoir participé à cette bagarre de rue et on se voit très vite pour la suite de nos prologues. Messieurs, dames, salut.